Comme vous l'avez vu, quand le courant est appliqué, l'ADN migre de l'électrode négative vers l'électrode positive. Pourquoi? Car les groupes phosphates de l'ADN lui donnent cette charge négative. Ce qui fait que sous le courant électrique ou bien le champ électrique, ces molécules vont être attirées par le pôle positif et donc vont migrer dans ce sens, du moins vers le plus de la cathode vers l'anode. La distance parcourue par chaque fragment d'ADN, qui est en fait double brin, dépend de sa taille, c'est-à-dire les grands fragments se déplacent plus lentement que les petits, ce qui fait que les grands fragments vont rester en haut, tout près des puits, alors que les petits fragments vont migrer plus loin sur le gel. Pourquoi imaginer ça comme une course? Vous avez de grosses personnes et vous avez des personnes qui sont maigres. Bien sûr, ceux qui sont maigres ou ceux qui sont petits peuvent courir plus rapidement que ceux qui sont gros. Ce qui fait que ces petits fragments d'ADN peuvent migrer comme s'ils peuvent courir plus loin et plus rapidement. Donc, une fois que j'arrête ce champ électrique, la migration s'arrête et par la suite, je vais obtenir de grands fragments en haut auprès des puits et de petits fragments en bas. Et juste une remarque là, l'électrophorèse, elle peut être faite soit de façon verticale comme vous le voyez là, soit de façon horizontale, donc le gel sera aplati. Mais dans les deux cas, c'est le même principe. Alors, chaque fragment forme une bande distincte sur le gel, visualisée après coloration par le bromure d'éthidium. Donc, ces molécules d'ADN, je ne peux pas les voir sur le gel, sauf si je les colore. Avec quoi je les colore? C'est avec le bromure d'éthidium. C'est un marqueur qui se lie à l'ADN et qui émet une lumière fluorescente. Donc, il va émettre cette lumière qui est visible lorsqu'il est exposé aux rayons UV. Bien sûr, cette fluorescence n'est pas visible à l'œil nu, elle est visible sous rayons UV ou bien ultraviolets. Le profil général des bandes est appelé carte de restriction. Donc, ce que vous avez vu dans la vidéo, l'ensemble des bandes qu'on a visualisées à la fin, je la nomme la carte de restriction. Voilà là deux allèles différents clivés par la même enzyme de restriction. Cette enzyme qui est là, c'est en fait BAMH1 qui va reconnaître cette séquence d'ADN et qui va couper entre deux G consécutifs. Donc voilà cette séquence, son site de reconnaissance qui se répète une, deux et trois fois dans le premier allèle et qui se répète deux fois seulement dans le second allèle. Donc on voit clairement qu'il y a eu une mutation à ce niveau. Le site de reconnaissance a été modifié et par la suite, l'enzyme BAMH1 ne peut plus couper à ce niveau. Ce qui fait que pour le premier allèle, je vais avoir 3 coupures alors que pour le second allèle, je vais avoir 2 coupures seulement. Et je vais mettre ces deux allèles dans deux puits différents. L'allèle 1 est présent dans le premier puits, l'allèle 2 dans le second puits. J'applique le courant électrique. Les molécules d'ADN ou bien les fragments d'ADN coupés vont être séparés. Vous me dites pourquoi pour l'allèle 1 j'ai uniquement 2 fragments alors qu'il y a 3 coupures et nous avons appris que le nombre de coupures plus 1 égale le nombre de fragments. Donc logiquement là j'ai 3 coupures, je dois avoir 4 fragments. Oui, c'est correct, mais à la fin de la technique, je peux par des techniques particulières que vous allez voir dans la leçon prochaine, choisir les séquences que je vais visualiser sur mon papier à la fin. Et donc là, on a choisi de visualiser juste les 2 fragments. Et donc là, je visualise uniquement un fragment. C, A et B, ce sont les fragments séparés que j'ai choisi de visualiser. Et clairement, je peux voir là, pour le deuxième allèle, un seul fragment qui est grand, parce que regardez, il est très proche du puits. Alors que pour l'allèle 1, je peux voir qu'il y a eu coupure de fragments. Voilà A, voilà B. A est plus grand de taille que B parce qu'il n'a pas migré loin, alors que B, c'est le plus petit entre C, A et B parce qu'il a migré le plus loin. Et donc, il y a eu une certaine mutation au niveau de l'allèle 2
qui a changé le site de reconnaissance comme on a déjà dit, ce qui fait que l'allèle ne va pas être clivé en deux fragments, mais ça va rester un seul fragment et qui est bien sûr plus grand que les deux fragments de l'allèle 1. Comment peut-on expliquer le résultat obtenu dans le document C? C'est ce que je viens d'expliquer maintenant et la réponse est à retenir. Les deux allèles ne présentent pas la même séquence de nucléotides. L'allèle 1 a été coupé en deux fragments car on a obtenu deux bandes. Donc moi, je regarde juste là le résultat de l'électrophorèse. J'ai obtenu deux bandes, donc je vais dire il y a eu deux fragments. Donc deux fragments car on a obtenu deux bandes par l'électrophorèse, alors que l'allèle 2 n'a pas été coupé car on a obtenu une seule bande par électrophorèse. Alors je répète, là je vois uniquement le résultat obtenu sur l'électrophorèse. Moi je ne peux pas savoir la séquence d'ADN. Donc vous imaginez là que vous n'avez pas cette séquence qui est là. Et vous ne savez pas qui est l'enzyme et où elle va couper, en combien de fragments je vais obtenir, je vais séparer cette molécule d'ADN. Je me contente juste du résultat obtenu sur l'électrophorèse, c'est-à-dire donné dans le document. 2b, à quoi cette différence est-elle due? Cette différence entre allèles d'un même gène est due à une mutation, comme je viens de le dire avant, au niveau de l'allèle 2, qui a modifié le site de reconnaissance de l'enzyme de restriction et par la suite, cette enzyme ne peut plus cliver cette molécule d'ADN. Le nombre de fragments va changer. Donc là, vous avez une molécule d'ADN qui a été coupée par une certaine enzyme de restriction. Je vais avoir là, on a deux coupures, c'est-à-dire trois fragments obtenus. Le premier fragment, ils vous disent, il est de 100 paires de bases. Vous savez, la molécule d'ADN est double brun, donc les bases azotées, c'est-à-dire les nucléotides, sont l'un en face de l'autre. Donc j'ai des paires de bases. Là, j'ai 100, là, j'ai 200 paires de bases et là, j'ai 300 paires de bases. Donc, c'est ce que j'entends dire par taille des fragments, c'est-à-dire combien de paires de bases contient chaque fragment. Et par la suite, le plus grand fragment, c'est celui-là, c'est 300 paires de bases. Donc, au niveau du gel de l'électrophorèse, il va être le plus proche du puits. Le voilà, 300 paires de bases, c'est le plus proche. Ensuite, 200 paires de bases. Ensuite, 100 paires de bases. Et là, je vous rappelle, ce sont les puits. J'ai mis les échantillons à ce niveau. Là, j'ai mélangé, j'ai placé dans ce même puits les trois fragments ensemble, 100, 200, 300. Et voilà la migration qui a eu lieu. Là, j'ai les standards de taille déterminés. Donc, j'ai mis là juste un fragment pour savoir là, à ce niveau, c'est-à-dire 100 paires de bases. À ce niveau, c'est-à-dire 200. À ce niveau, c'est-à-dire 300. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo avant, toujours j'ai besoin d'un sample, d'un échantillon marqueur avec lequel je compare pour savoir à quelle taille je suis. C'est-à-dire à ce niveau-là, c'est quelle taille, c'est combien de paires de bases. Et là, juste une remarque, si jamais vous allez le voir dans d'autres documents, 1000 paires de bases égale 1 KB. Donc parfois, on vous met 1 KB, 3 KB, c'est-à-dire c'est 3000 paires de bases, 1000 paires de bases. En se référant au document D, classez les fragments du document C par ordre de taille décroissante et justifiez la réponse. Décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc voilà le document D qui vous montre les tailles de base, les tailles des fragments par paire de base et comment ils vont migrer. Et voilà le document C, vous avez les fragments C, A et B. Donc comme je l'ai déjà expliqué, d'après le document D, les fragments les plus lourds, c'est-à-dire les plus longs, sont les plus proches des puits. Et ça, c'est à retenir parce qu'à chaque fois, on vous demande de justifier la migration. Vous allez dire que les plus lourds ne migrent pas loin, ils sont les plus proches des puits, alors que les plus courts et rapides sont les plus éloignés du puits, c'est-à-dire ils vont migrer le plus. Alors, les fragments du document C sont dans l'ordre suivant, C, puis A, puis B, c'est-à-dire C est le plus grand parce qu'il est plus proche du puits, ensuite A, ensuite B. Les voilà, C est le plus grand, puis A, puis B.
C'est tout alors pour la technique d'électrophorèse. J'espère que vous l'avez compris. Dans la vidéo prochaine, nous allons continuer la leçon avec le polymorphisme de taille des fragments de restriction, une nouvelle technique qui est la RFLP. Merci de votre attention.